désormais, on est passé d'un texte de 57 articles, la première fois que je vous avais fait une petite vidéo explicative, ou du moins qui décryptait selon notre opinion. 57 articles, désormais il y en a 51, mais l'esprit reste peu ou prou le même que le premier texte. Alors de quoi s'agit-il? On va avoir un texte qui aborde énormément de sujets, c'est d'ailleurs une des difficultés de la tâche qui est devant nous, 51 articles dans lesquels il y aura parfois même dans le même article plusieurs thèmes qui nécessiteront des explications pour bien comprendre en quoi il y a une nature, selon nous, assez préoccupante, liberticide parfois, politiquement anti-laïque de mon point de vue, d'inspiration concordataire, j'en dirai un mot tout à l'heure, qu'est-ce que je veux dire par là, des postures, des machins. Donc 51 thèmes et parfois donc presque 60, une petite centaine de thèmes abordés dans tout ça. C'est par là. Peut-être ce qui est le point de départ de tout, parce que j'ai bien vu l'astuce, les ministres En Marche, les députés En Marche disent enfin le texte qui nous permet d'avoir des outils pour réagir et empêcher les attentats terroristes, les crimes odieux qu'on a connus. Pipeau, pipeau, pipeau. Nous affirmons que dans ce texte, il n'y a rien qui véritablement aurait permis dernièrement, je pense à l'affaire Paty ou ce qui s'est passé à Nice, d'empêcher quoi que ce soit. Que les choses soient claires. Le terrorisme, on lutte avec des méthodes de police et de renseignement. Ça n'a rien à voir en vérité avec le débat sur la laïcité, tel qu'on comprend vraiment la laïcité, pas ce baratin qu'on veut nous dire. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun élément significatif là-dedans qui renforce nos services de renseignement, qui renforce nos services de police, qui permet d'avoir une meilleure compréhension de quels sont les processus éventuellement par lesquels les assassins qui sont venus nous frapper peuvent agir. Donc que ce soit clair, c'est pas l'objet du texte. Alors on nous dit il y a un article contre la haine en ligne, mais là encore faut-il, le dispositif existe déjà, que les choses soient claires. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de menacer, on n'a pas le droit de dire un tel habite à telle adresse, il faut aller l'agresser. Mais le problème, c'est qu'il faut repérer. Il y a un système dit Pharos qui existe, vous avez suivi tout ça. Très peu de fonctionnaires, une trentaine. Suite à l'affaire Samuel Paty, le ministre Darmanin a annoncé une centaine de postes pour que la surveillance, évidemment, de tous ces appels à la haine soit meilleure. Mais bon, tout ça dans le texte n'est pas. Donc, ne vous laissez pas abuser par ceux qui n'ont même pas lu le texte et qui nous expliquent de manière la plus politicienne qui soit que ce texte va apporter une réponse à ça. C'est pas vrai. Deuxièmement, il y a dans ce texte que je vais appeler, alors je cherche mon mot et vous verrez que dans le débat, j'essaierai d'avoir des formulations peut-être par moments plus compréhensibles, mais ce que je vais appeler des postures, ce que je vais appeler les portes ouvertes enfoncées sur des thèmes d'ores et déjà interdits par la loi, souvent ayant une existence relativement résiduelle, voire très très faible en France, dont aucun élément ne nous amène à considérer que ces phénomènes sont en situation de progression, mais on va beaucoup nous en parler. Qu'est-ce que j'évoque par là? Les mariages forcés, la polygamie, les certificats de virginité. Vous avez Madame Schiappa qui s'est spécialisée dans ces thèmes. Elle en nourrit toutes ses matinales, rencontrant souvent des choses assez approximatives, disant elle-même, après en avoir beaucoup parlé, qu'elle est incapable de dire combien de cas ça révèle. Donc les certificats de virginité par exemple, je rappelle, l'Ordre des médecins l'interdit, l'OMS l'interdit, on ne sait pas combien sont pratiqués. C'est un piège médiatique que nous tend évidemment souvent les ministres En Marche de manière assez manœuvrière. Si vous interrogez sur mais pourquoi ce texte, d'ores et déjà s'il y a des problèmes, donnons les moyens au planning familial d'aider les femmes qui éventuellement sont sous la pression de leur conjoint ou de leur famille, donnons les moyens à des assistantes sociales d'aller voir ce qui se passe, etc. Et souvent l'absence de la faiblesse de la loi tient à l'absence des moyens humains pour son application. Donc à l'inverse, donc tout ça n'est pas abordé dans le texte, on ne renforce pas les services publics qui sont quand même les premiers de nos principes républicains en acte, pas en parole, en acte, c'est le service public qui est le premier principe républicain matérialisé si je puis dire, rien là-dedans, et par contre des thèmes médiatiques. Bon, avec le piège, c'est ce à quoi je voulais en venir, si vous interrogez ça, on vous dit, mais alors, monsieur Corbière, vous êtes pour les mariages forcés, vous êtes pour la polygamie, vous êtes pour qu'on attribue des certificats de virginité. Ben non, je suis pas pour, patate, je suis pas pour, je suis bien entendu contre, comme tout le monde, mais la question c'est arrêter de faire des thèmes pour donner l'impression que ce serait ça qui serait en progression, alors que rien ne l'établit, et si vous voulez des politiques de prévention, donnez les moyens, et pas des renforcements de peine, parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, vous arrosez le sable et vous faites croire que vous agissez en ne foutant rien. Ça c'est le deuxième aspect.
Le troisième aspect qu'il y a dans ce texte, il y a un caractère de réduction de liberté qui est quand même préoccupant. Bon. Premièrement, l'ensemble du mouvement associatif devra, pour que sa subvention éventuelle qu'il perçoit d'argent public, respecte un contrat, dit contrat d'engagement républicain. Alors je passe sur les détails sur le fait que, en 2 mots, le Conseil d'État avait dit le mot contrat, ça va pas parce qu'il n'y a aucun caractère contractuel là-dedans, et il avait demandé à ce que le gouvernement ne mette plus le mot contrat dans l'article qui évoque ce point-là. Le gouvernement a quand même mis le mot contrat. Alors de quoi s'agit-il? D'un contrat sur la base de quelque chose qui a respecté ses engagements républicains, dont le législateur ne connaîtra pas le contenu de ce dit contrat. Il y a quand même un problème parce que le contenu sera fixé, rédigé ensuite à l'occasion d'un décret. Donc déjà, les députés vont demander au mouvement associatif de respecter un contrat dont le contenu n'est pas connu par le même député. Et après, tout ça, c'est de la posture, là encore, parce que c'est quoi les principes républicains selon les uns et les autres? Moi, ma République n'est sans doute pas la même que la République En Marche, n'est pas la même que les Républicains, c'est-à-dire la droite qui se nomme comme telle. Moi, c'est une République laïque, sociale, respectueuse de la souveraineté populaire. La l'autre, c'est plutôt la compagnie républicaine de sécurité, au mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout ça, c'est du baratin, et de toute manière, au mouvement associatif, la seule chose qu'on peut lui demander, c'est de respecter la loi. La loi. Et si évidemment ils ne respectent pas la loi, ils doivent être sanctionnés. Mais on ne va pas leur demander de prendre des pauses et d'être des éléments d'éducation civique. Ça, c'est aux enseignants de faire ce boulot. Un éducateur sportif peut être un très bon éducateur sportif et ayant peu de capacité à transmettre ou à faire connaître l'histoire de telle ou telle valeur républicaine. Et tout ça risque de se dessécher autour, là encore, de trucs extrêmement simplistes. On va demander à nos élèves d'apprendre la Marseillaise. Et c'est sympa de chanter la Marseillaise et de connaître son histoire révolutionnaire. 2-3 trucs, mais extrêmement faibles. Mais c'est quand même grave qu'il y ait cette capacité d'intrusion parce que la liberté d'association en France, elle est extrêmement... c'est une liberté fondamentale. Donc, au nom de quoi elle devrait être réduite? Tout ça est vague. Au passage, on a aussi le droit de se organiser en France en n'étant pas sur des principes républicains. J'y pensais ce matin parce que vous savez, je suis dans la commission de défense. Le souvenir napoléonien, par exemple, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, donc où j'imagine que si vous donnez de l'argent, vous pouvez avoir des déductions fiscales. Franchement, quand vous célébrez la mémoire de Napoléon Ier, et c'est passionnant sans doute de connaître et de célébrer la mémoire de Napoléon Ier, bah vous respectez, c'est pas l'histoire de la République, hein. Napoléon Ier, il a même, lui, fait un coup d'État contre la République. Bref, vous voyez, tout ça est assez fumeux, non maîtrisé, et on risque d'aller sur des choses où, évidemment, moi je tords le bâton, mais j'ai bien compris qu'on veut faire peser une suspicion sur certains acteurs associatifs et pas sur d'autres. Réduction de liberté, je vais vite, parce qu'aussi le préfet aura la possibilité, tous les 5 ans, de vérifier si une association cultuelle est toujours cultuelle ou non. Et moi, je pose la question au nom de quel principe un préfet et de la République, on reconnaît si une association est cultuelle ou pas. Principe de 1905, grande loi laïque, la République ne reconnaît et ne salarie aucun culte. Le fait qu'elle ne reconnaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle les méprise, mais ça veut dire qu'elle ne se mêle pas de la vie des cultes. Que le culte vit sa vie, l'Église chez elle, l'État chez lui, la République chez lui. Donc au nom de quoi un préfet, qui fait respecter les principes républicains, va dire à une confession, vous n'êtes plus une religion. C'est vague. Si bien sûr les gens ne respectent pas la loi, ils doivent être sanctionnés. Mais là on s'aventure sur des sujets bizarres. Tous les 5 ans, on vérifiera si vous êtes encore cultuel. Il y aura la possibilité aussi d'un article de loi, c'est le dispositif dit anti-putsch, où on va demander aux associations cultuelles de s'organiser d'un certain type de façon si elles désignent leur ministre du culte. C'est vague. Les protestants sont déjà montés au créneau. Je ne sais pas si vous avez vu la Fédération des protestants de France qui a dit « mais nous, c'est nos associations cultuelles qui désignent le pasteur. Elles ont un certain type de fonctionnement respectueux de la loi 1905 depuis un siècle. Pour qu'avant, il faudrait en modifier le contenu. » Bref, confusion. Et je répète que ça n'est pas au pouvoir politique de s'immiscer dans la manière dont s'organise le culte. Ça n'est pas à lui de le faire. C'est aux fidèles de décider comment ils s'organisent. Et je vais utiliser une formule un peu provocatrice par ailleurs, le culte n'est pas organisé de manière démocratique. Les religions ne sont pas démocratiques, c'est comme ça. On peut apprécier, on peut avoir des convictions spirituelles ou pas, c'est autre chose, ça répond au dogme. Donc il y a là beaucoup d'éléments très confus. Le gouvernement est rentré dans le débat en disant on va demander à ce que tout le monde soit organisé en mode loi 1905, notamment les musulmans, qui, il est vrai aujourd'hui, les associations cultuelles qui se réclament de l'islam, à près de 92%, ne sont pas organisés en association type loi de 1905. Très bien. Il y a surtout les protestants et, je crois, les associations qui gèrent les lieux de confession juive qui sont organisées en 1905. Mais je rappelle que ce qui est la grande conviction spirituelle, sans doute la plus importante en France, c'est-à-dire le catholicisme, n'a pas respecté la loi 1905. Je ne sais pas si vous connaissez cette page d'histoire, mais quand la loi 1905 a été adoptée, le 9 décembre, le Vatican a dit non. Il y a eu une encyclique papale qui s'appelait
Noce, qui a refusé ça, qui a dit qu'il ne pouvait pas accepter cette loi. Et il y a eu comme ça une tension extrême qui a amené à ce qu'un accord soit trouvé fin 1923, début 1924, pour que les catholiques ne s'organisent plus dans une association 1905, dans une association qu'on appelle diocésaine. Quel était le débat? C'est que l'autorité de cette association, la hiérarchie, ce qu'il y a au-dessus de cette association, c'est l'évêque. Et les catholiques voulaient que, quel que soit le mode associatif qui peut s'organiser au niveau des paroisses, l'évêque reste l'autorité. Voilà, quelle que soit l'opinion des fidèles, c'est l'évêque. Et les fidèles ne votent pas pour l'évêque. D'accord? L'Église catholique avait peur du danger schismatique, comme elle disait à l'époque, c'est-à-dire d'un éclatement associatif de la religion. Et elle a demandé à ce qu'il y ait cet accord de centralité qui soit trouvé. Bon, et la République, au bout d'un moment, ne voulant pas entretenir un conflit trop long avec l'Église catholique, dans la mesure où l'essentiel avait été fait de séparation de l'Église et de l'État, a accepté ce compromis. Ce que je veux vous démontrer là, les amis, c'est qu'il y a des tas de raisons historiques qui amènent à ce que des gens ne soient pas organisés sur un statut 1905, sans pour autant qu'il faille porter querelle à ces associations cultuelles. Moi, je suis favorable à ce que les gens s'organisent en modèle 1905. Ça amène à ce qu'il y ait après, du point de vue de la traçabilité ou de la comptabilité, ensuite une plus grande clarté. Mais bon, il y a, vous voyez bien, des cultes qui ne fonctionnent pas directement comme ça. Il y a vraiment, et je vais vite, il y a un aspect directement anti-laïque dans ce texte, qui est un point dont vous allez m'entendre énormément parler quand la commission se mettra en place. C'est l'article 28 de ce texte, c'est la possibilité de bénéfice des biens de rapport pour les églises, avec un E majuscule et un S à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous allez dire, qu'est-ce qu'il a, Alexis? C'est qu'actuellement, lorsque une association cultuelle hérite d'un bien, un hôtel par exemple, d'un grand bâtiment, elle ne peut pas, pour financer le culte, bénéficier du rapport de ce bien. Normalement, si elle hérite, elle doit le vendre pour bénéficier directement de la recette. Et on a le droit de faire des legs et des dons aux églises. En plus, il y a aujourd'hui des avantages fiscaux. Ou éventuellement, il y a aussi différentes astuces, c'est que vous avez des associations caritatives autour des églises qui bénéficient de biens de rapport. Ça, c'est autre chose, les œuvres sociales des églises. Mais le culte en tant que tel, et c'est un principe de la loi 1905, sont les fidèles qui financent le culte. Ça n'est pas une entreprise qui fait du profit. Ça n'est pas quelque chose où vous percevez régulièrement les bénéfices d'un hôtel ou ne sais trop quoi. Bon, avec cette modification, si l'article 28 de la loi que nous présente Darmanin a été adopté, il y aura la possibilité pour les églises au pluriel de bénéficier de ce bien de rapport. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour que les églises fassent du profit et une activité commerciale directement pour financer le culte. C'est une autre conception du culte, j'ai envie de dire, qui ressemble un peu à ce qui se passe en Amérique du Nord, des églises riches qui font du business, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pour que les fidèles financent le culte, d'accord, par leur propre volonté. Mais il n'y a pas un business qui se développe à côté. C'est une vieille revendication, déjà qui traîne depuis un moment de la part de ceux qui mènent combat contre la loi 1905. Pour ceux qui sont connaisseurs, il y avait un rapport Machelon du temps de Sarkozy qui avait demandé ça. Le gouvernement avait déjà essayé une première fois de faire adopter cet article. Et en 2018, ils ont retiré, ils y reviennent. Et ça, c'est pas la laïcité. La laïcité, c'est pas plus d'argent pour les églises. Je suis pas d'accord. Dernier point, les amis, la question de l'école. Je vais vite. C'est un texte qui, évidemment, dit qu'il va renforcer les contrôles pour le sous-contrat. Ça, je suis d'accord. Mais là encore, le sous-contrat n'est pas le grand fantasme, bien souvent, dont il parle. Il y a des problèmes, mais il y a aussi ce qui ne va pas être fait pour le contrôle sous le sous-contrat. Le hors-contrat, moi, je suis pour le contrôler. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Le hors-contrat, OK pour le contrôle. Mais le sous-contrat, là, ça manque de contrôle et il n'y a rien dans le texte. On a un problème
avec l'école privée aussi qui se développe en France. Alors c'est une liberté que je ne remets pas en cause, mais n'empêche que ça coûte fort cher. Et là, ça aussi, c'est pas 1905, c'est la loi 1959 Debré, puis toute une série d'autres éléments, notamment ce que Blanquer a rajouté. Ça nous coûte chaque année, peut-être que vous ne connaissiez pas ce chiffre, 20% des recettes de l'impôt sur le revenu en France, 20% servent à financer l'école privée. C'est incroyable, hein, c'est 10, 12 milliards d'euros chaque année d'argent public, soit directement qui vient d'un point de vue national de l'État, soit des collectivités locales qui financent l'école privée. Et l'école privée, bien sûr, c'est une liberté en droit de faire, mais elle n'empêche qu'elle fait concurrence au public. Et elle sert d'outil, bien souvent, de contournement de la carte scolaire. Elle empêche la mixité scolaire, qui est une forme de séparatisme qui se met en place, dont personne ne veut en vérité, parce que aucun des parents, quelle que soit sa position, ne le souhaite, mais de facto, parce que l'école publique s'est affaiblie dans beaucoup de quartiers, parce que le privé est là, parce que l'argent public ne cesse de couler pour le privé. Le truc Blanquer, vous savez, la scolarisation dès 3 ans a signifié encore des millions d'euros encore vers le privé. Et là, dans ce texte, tout ça n'est pas abordé. Alors moi, je pense qu'il faut revenir sur la loi Carle qui avait donné des avantages fiscaux pour l'école privée, la loi Blanquer. Trop de cadeaux sont faits au privé. Et il faut une école publique plus offensive. Pour terminer, qu'il faut revenir sur le concordat d'Alsace-Moselle. Il y a 2 départements français, la loi 1905 ne s'applique pas. Alsace-Moselle, ça coûte 60 millions d'euros d'argent public où on salarie des prêtres, des pasteurs et des rabbins. Il y a 1 heure de cours en moins pour les enfants dans l'école publique qui ne fait pas de l'instruction civique mais qui fait de l'éducation religieuse. Là aussi, il faudrait revenir là-dessus avec une idée simple, 1905 sur tout le territoire. Voilà les amis, le cadre global de cette loi. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est qui est fait? Ce que nous avons dit, on a bien compris qu'il y a un culte qui est visé. Les musulmans qui sont montrés du doigt, parce qu'en vérité tout ce dispositif n'est pas là pour faire peser des menaces supplémentaires aux catholiques, aux protestants ou aux juifs de France, mais des outils pour aller vérifier est-ce que les musulmans sont bien reniés, parce que le musulman est suspect. Bon, et ça n'est pas rendre service, je dirais, à l'ensemble de nos concitoyens, à la lutte contre le terrorisme, à des éléments de claire compréhension de ce qu'est la laïcité, d'agiter de tels textes. On va travailler sur les thèmes que je vous ai dit, la commission spéciale va se mettre en place, c'est au mois de janvier, j'ai sans doute oublié beaucoup de sujets dans le petit rapport que je vous ai fait aujourd'hui. Je serai parmi les députés membres de cette commission spéciale, il y aura 2 députés insoumis qui pourront y participer, elle est présidée par François de Rugy, c'est fin janvier et sans doute début février. On va tous tourner là-dedans et on va essayer de faire entendre dans ce texte qui est un texte de réduction des libertés, qui est un texte d'aspiration concordataire, qui est un texte d'affichage politique, qui est un texte inefficace, qui est un texte politiquement nauséabond, je le dis comme ça, qui est un faux texte de lutte contre l'intégrisme. Nous, on va essayer de faire entendre la grande critique de la conscience républicaine et laïque, qui veut dire en fait vous faites n'importe quoi. En fait vous êtes l'ami de ceux qui enfoncent l'école publique en donnant des moyens au privé. Vous agitez des thèmes de division de la population. Vous êtes inefficace face au terrorisme. Vous voulez mettre le mouvement associatif dans un rapport de suspicion généralisée. Vous ne comprenez pas ce qu'est la distinction entre les libertés fondamentales et la vie en République. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Mais je suis bien conscient, c'est pourquoi j'ai pris un peu le temps dans ce petit rapport, que le niveau d'argumentation qui va nous être opposé va être grossier, vulgaire. On va être considéré comme étant l'ami des terroristes, l'ami des islamistes, l'ami du crime, etc. Ça a commencé. Beaucoup de gens parlent très fort et ne connaissent rien au texte. Moi, je suis assez convaincu qu'on va faire entendre des choses assez amusantes. Vous voulez qu'on parle laïcité? On va être au rendez-vous. Tous ces élus qui font du clientélisme avec des religions, qui vont à la messe pour la grande bénédiction de machin, qui vont fêter tel truc de manière complaisante, avec nous, chacun sera à sa place. Et si vous voulez renforcer les principes républicains, commençons par renforcer une fois de plus nos services publics. Égalité, fraternité, justice sociale, c'est ça les principes républicains. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron et ses amis les ont mis en sale état depuis qu'ils sont en responsabilité. Salut à tous, à bientôt.